Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une partie du livre littérature intitulé La Métamorphose. Il s'agit d'un cours donné par Vladimir Nabokov qui a été mis en forme de manière posthume. Nabokov a donné quelques conférences pour Institute of International Education. et a enseigné la littérature russe à l'université de Stanford. En mai 1940, il arrive aux États-Unis. De 1941 à 1948, il enseigne au Wellesley College où il donne des cours de langue et de grammaire russe ainsi qu'un cours survolant la littérature russe en traduction. En 1948, il devient maître assistant de littérature slave à l'université de Cornell où il donne un cours ayant pour thème les maîtres du roman et de la nouvelle européen et un cours de littérature russe traduite en langue anglaise. Nabokov devient conférencier extérieur à Harvard en 1952. En 1958, il met fin à ses activités universitaires. Il souhaite publier un ouvrage contenant plusieurs de ses cours, mais ce projet n'a jamais été exécuté. Cependant ses cours sur les âmes mortes et le manteau se trouvent dans son livre intitulé « Nicolas Gogol ». En 1940, Nabokov a écrit une centaine de cours sur la littérature russe, ce qui prenait environ 2000 pages, ainsi qu'une centaine de cours sur de grands romanciers. Ces notes lui ont permis d'assurer ses cours à l'université de Cornell durant 20 ans. Les parties de littérature I et II ont gardé une forme scolaire. Ces livres permettent d'avoir une relation entre quatre pôles qui contiennent Nabokov, ses élèves, des œuvres littéraires et le lecteur. Nous voyons comment Nabokov réagit face à ses œuvres. Nous savons quel était le contenu des cours de Nabokov donnés à ses élèves. Le lecteur peut se mettre à la place des élèves de Nabokov. Le lecteur peut avoir une approche ou connaître une autre approche des œuvres mentionnées. Les 2 tomes littérature contiennent des cours que Nabokov a donnés à Wellesley et à Cornell ainsi que 4 conférences. Ces 2 tomes sont constitués d'un assemblage de textes de cours de Nabokov qui n'étaient pas tous au même stade de préparation. Certains étaient achevés alors que d'autres non. Des passages ont été dactylographiés par Vera, la femme de Nabokov, certains ont été écrits par la main de Nabokov. Dans l'un ou dans l'autre cas, des modifications mineures ont pu être apportées dans les écrits. Fredson Bowers écrit que les notes écrites de la main de Nabokov sur le Dr Jekyll et Mr Hyde étaient sommaires, ce qui a conduit, lui et son équipe, à structurer l'essai. Fredson Bowers et ses collègues ont gardé certains passages et en ont écarté d'autres dans le but de ne garder que ce qui était important. Ils ont dû remettre à leur place des paragraphes de remarques qui n'avaient pas de place particulière. Ils ont également dû corriger quelques erreurs ou oublis de Nabokov. Ces personnes ne pouvaient pas publier tels quels des textes qui n'étaient pas destinés à la publication et qui n'étaient que le premier jet d'un écrivain. Dans le cours consacré à la métamorphose, nous pouvons considérer qu'il y a 3 parties. Dans la première, Nabokov compare la métamorphose à « Le Dr Jekyll et Mr Hyde » et à « Le Carrick ». L'auteur n'utilise pas le titre « L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde », mais plus simplement « Le Dr Jekyll et Mr Hyde ». Il met principalement en lumière le Dr Jekyll et Mr Hyde puisque c'est l'œuvre dont il parle le plus. Il place d'un côté la métamorphose, et le Carrick, et de l'autre, le Dr Jekyll et Mr Hyde. L'auteur souligne les manquements dans le roman de Stevenson. Autant s'acharner sur cette œuvre le met malheureusement en avant. On dirait plus un essai sur ce roman plutôt que sur la métamorphose dont la partie doit être consacrée. Pourquoi tant s'appesantir sur une œuvre qui semble être de second plan? Nabokov aimait-il cette œuvre et ne la descendrait-il pas, car il est bon ton de le faire. Les défauts cités présents dans « Le Dr Jekyll et Mr Hyde » ne se retrouvent pas dans les 2 autres œuvres. Dans la première partie, Nabokov a également placé une courte biographie de Kafka, le contexte dans lequel vit Grégor au début du roman, ainsi qu'une description de la bête. Contre toute attente, Nabokov ne pense pas que Grégor se transforme en cafard, mais en scarabée. Il agrémente son cours d'un dessin qui illustre comment il s'imagine Grégor grâce aux divers éléments présents dans le texte. Lors de la seconde partie, Nabokov découpe les parties du roman en différents segments. À l'intérieur de ces segments, le plus souvent, il résume les faits, écrit des citations et de courtes analyses. Cette fois-ci, il ne compare pas l'œuvre de Kafka avec celle de Stevenson et de Gogol.
Il lui arrive de citer des exemples qui sont hors du roman, mais qui permettent de mieux comprendre certains passages et d'être plus clair dans ses dires. Dans une troisième partie, Nabokov nous décrit les 3 thèmes principaux qui parcourent le roman. Ces thèmes apparaissent ici et là dans les analyses des segments de la précédente partie. Le tome Littérature 1 a été publié en 1980 sous le titre original. Lectures on Literature. Il est consacré aux écrivains anglais, français et allemands. À l'intérieur se trouvent les cours relatifs aux œuvres Mansfield Park, de Jane Austen, Bleak House, de Dickens, Madame Bovary, de Flaubert, Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde, de Stevenson, Du côté de chez Swann, de Proust, La Métamorphose, de Kafka, Ulysse, de James Joyce. Se trouvent également des textes intitulés « Bons lecteurs et bons écrivains », L'art de la littérature et le bon sens, et L'envoi. Le tome Littérature 2 a été publié en 1981 sous le titre original « Lectures on Russian Literature. Il est consacré aux écrivains russes. À l'intérieur se trouvent les cours relatifs aux œuvres Les âmes mortes et Le manteau, de Gogol, Père et fils, de Tourguenieff, Crime et châtiment, Souvenir d'un trou de souris, L'idiot, Les possédés, Les frères Karamazov, de Dostoïevski, Anna Karénine, et La mort d'Ivan Ilitch, de Tolstoï, La dame au petit chien, Dans la combe, et La mouette, de Tchekhov, Le radeau, de Gorky. Se trouvent également les textes intitulés « Écrivains, censeurs et lecteurs russes », des Philistins et du philistinisme, l'art de la traduction, et L'envoi. Nabokov sait que certains lecteurs resteront de glace devant la métamorphose. Selon lui, il faut voir en la métamorphose, autre chose qu'une fantaisie entomologique. Il ne faut pas voir le Dr Jekyll et Mr Hyde comme une simple allégorie du combat entre le bien et le mal. Les personnages secondaires sont aussi fantastiques que Mr Hyde. L'auteur trouve que la morale est absurde et qu'il y a un défaut dans la conception du récit qui ne se retrouve pas dans le Carrick et dans la métamorphose. Le fantastique des éléments secondaires n'est pas le même que celui de Hyde Jekyll. Lorsque les gens qualifient le Carrick, le Dr Jekyll et Mr Hyde et la métamorphose d'œuvres fantastiques, ils le font, car ils remarquent l'écart qu'il y a avec la réalité. Nabokov prend l'exemple d'un citadin, d'un botaniste et d'un fermier local qui traversent un paysage. Le citadin ne s'intéressera qu'à la route qui lui permettra de relier la ville, le botaniste s'intéressera à la flore et le fermier aux endroits qui lui rappellent des souvenirs. Ces personnages ont tous des réalités différentes. Une manière d'obtenir une réalité objective serait de mélanger toutes les réalités individuelles. Lorsque Nabokov utilise le mot réalité, il pense à ce mélange. Le protagoniste du Carrick et Grégor Samsa ont une dose de pathétisme, alors qu'ils se trouvent parmi des personnages grotesques. Ils appartiennent au même univers que les personnages secondaires, mais ils cherchent à en sortir. Il n'y a rien de cela en Jekyll et Hyde. Les personnages secondaires et l'atmosphère de l'œuvre de Stevenson sont tirés de Dickens. Jekyll et Hyde, quant à eux, appartiennent au thème gothique. L'auteur compare le Dr Jekyll et Mr Hyde à un numéro de jonglage, sans qu'aucune émotion entre en jeu. Jekyll et Hyde n'essaient pas pathétiquement et tragiquement de sortir d'un monde absurde afin d'aller vers un monde d'humains. Nabokov nous fournit une courte biographie de Kafka. Il écarte l'opinion de Max Brod selon laquelle l'intelligence des textes de Kafka est celle de la sainteté. Il écarte aussi le point de vue de l'école freudienne. L'auteur nous donne un bref aperçu de l'histoire. Grégor est le fils de petits bourgeois vulgaires. Afin de faire face à la perte de fortune du père, il devient voyageur de commerce en tissu. Aucun autre membre de la famille ne travaille pour diverses raisons. La famille possède 2 domestiques, une bonne et une cuisinière. Entre 2 voyages d'affaires, Grégor se réveille transformé en vermine. Grégor a 6 pattes et est un insecte. Grégor n'est pas un cafard, puisqu'il est de forme convexe et qu'il a des petites pattes. Il est brun et possède des élytres. Il possède des ailes qu'il n'utilise pas, ses mandibules servent à tourner la clé de sa chambre. Il mesure environ 90 cm. Nabokov nous fait un dessin de l'idée qu'il se fait de Grégor. Selon l'auteur, Grégor est un scarabée et non un bousier comme le surnomme la femme de ménage. La métamorphose n'est pas aussi étrange qu'elle en a l'air. En effet, certaines personnes qui se réveillent dans un autre endroit qu'habituellement peuvent être désorientées.
Comme Grégor est voyageur de commerce, il a dû ressentir plusieurs fois ce sentiment. Nabokov découpe les 3 parties de la nouvelle en différentes scènes. Première partie, scène 1, Grégor se réveille changé en insecte. Une partie de lui est encore humain, puisqu'il a encore la notion du temps. Il se rend compte que même en se levant maintenant, il aura des problèmes avec son travail. Scène 2, le père, la mère et la sœur frappent aux 3 portes qui donnent sur la chambre de Grégor. Ses membres sont considérés comme les sarcoptes du scarabée. Nabokov analyse la présence de la carapace comme une réaction aux besoins de protection de Grégor. Avec ou sans carapace, Grégor est toujours aussi fragile. La sœur est le personnage le plus cruel de la famille. Nabokov souligne l'importance des portes dans cette scène. Scène 3, Grégor essaie de se lever de son lit. Il a bien des difficultés à le faire, car il pense à son corps comme un homme alors qu'il a un corps de scarabée. Scène 4, Grégor tombe de son lit. Le fondé de pouvoir du commerce dans lequel travaille Grégor vient à la maison. Le fondé de pouvoir parle à Grégor de la salle à manger, les parents le rejoignent. La sœur parle à Grégor de sa chambre. Grégor se pose des questions sur le fait que sa sœur ne soit pas avec les autres. La voix de Grégor devient incompréhensible. Scène 5, Grégor parvient à ouvrir la porte après bien des difficultés. Quand la mère, le père et le fondé de pouvoir le voient, ils ont un choc. Scène 6, Grégor essaie de convaincre le fondé de pouvoir de ne pas le renvoyer. Le fondé de pouvoir prend peur et recule. Grégor se dirige vers lui. Il fait peur à sa mère, car il claque ses mâchoires. Grégor veut rattraper le fondé qui s'enfuit. Scène 7, le père oblige Grégor à rentrer dans sa chambre. Grégor reste coincé dans l'encadrure de la porte. Le père le pousse vigoureusement à l'intérieur, puis ferme la porte. Deuxième partie, scène 1, la famille pense que l'état de Grégor n'est que temporaire. On a donné à Grégor un repas lacté, qui pourrait plaire à un homme malade, mais déplaît à un scarabée. Grégor boite, car en le poussant dans sa chambre, le père lui a abîmé une patte. Scène 2, la famille perd ses habitudes. Elle se fait à la nouvelle situation, alors qu'elle devrait au contraire demander de l'aide. Nabokov nous parle d'une histoire selon laquelle un adolescent et une adolescente invitaient des amis dans une maison alors que l'adolescent avait tué la mère de l'adolescente et avait caché le corps dans la salle de bain. Il y a des cas dans la vie réelle qui ressemblent à la métamorphose. Grégor s'installe sous le divan. Scène 3, Gret apporte à son frère plusieurs vieux aliments. Cela plaît à Grégor qui se régale. Quand la sœur apparaît dans la pièce, Grégor se cache sous le divan. Scène 4, c'est Gret qui s'occupe de nourrir Grégor. La cuisinière demande à être renvoyée. Scène 5, nous apprenons le passé de Grégor. Ce dernier avait l'intention d'envoyer sa sœur au conservatoire et voulait annoncer la nouvelle le jour de Noël. Grégor travaillait dans une maison de commerce afin de pallier à la faillite de son père. Il donnait son salaire à sa famille et ne gardait qu'une petite somme pour lui-même. Le père a accumulé un petit pécule et au lieu de rembourser le patron de Grégor afin de libérer plus vite son fils de ce travail, il a préféré mettre cet argent de côté. Personne dans la famille ne semble apte à travailler, le père n'a pas travaillé depuis longtemps, la mère est asthmatique et la sœur est trop jeune. Scène 6, Grégor regarde par la fenêtre. Il le fait non pas à cause de son passé humain, mais, car certains insectes sont attirés par la lumière. La vue de Grégor baisse. Grégor a encore un cœur humain, ce dont ne prend pas en considération sa sœur qui montre son dégoût. Afin de ne pas faire peur à sa sœur, il place un drap sur le divan. Sa sœur semble lui être reconnaissante. Coexiste la laideur de Grégor et sa gentillesse. Scène 7, Gret sait que son frère grimpe sur les murs et le plafond. Afin de lui rendre la vie plus facile, elle décide d'enlever les meubles. Elle demande à sa mère de l'aider à porter les meubles. Grégor se cache sous le divan. La mère pense que retirer les meubles correspond à l'abandon de son fils. Grégor est déchiré entre ses besoins de scarabée et son passé humain. La sœur décide d'enlever les meubles. Scène 8, Grégor veut sauver une gravure du déménagement. Pour cela, il se place dessus. Scène 9, lorsque la mère revient dans la chambre, elle voit son fils et fait un malaise. La sœur va chercher des flacons, Grégor la suit. La sœur s'enferme dans la chambre de Grégor et laisse Grégor ailleurs dans l'appartement. Le père arrive. Pour prouver sa docilité,
Grégor se colle à la porte de sa chambre. Scène 10, le père est au sommet de sa forme. Il porte un uniforme bleu, qui sous-entend qu'il est devenu garçon de banque. Grégor semble intéressé par les mouvements de jambes de son père. Le père pourchasse son fils et lui lance des pommes. L'une d'elles va s'encastrer dans le dos de son fils. La mère à moitié débraillée supplie son mari d'épargner Grégor. Troisième partie, scène 1, Grégor souffre longtemps de sa blessure au dos. Le fait qu'il soit blessé rappelle à la famille que Grégor est un membre de la famille. La porte de la chambre de Grégor reste maintenant ouverte le soir. Le père et la mère qui ont déployé beaucoup d'énergie dans la deuxième partie, connaissent maintenant un affaissement. Le père semble atteint de certaines caractéristiques du scarabée. Il devient sale, fatigué et faible. La sœur est devenue vendeuse et la mère fait de la couture. Scène 2, la bonne est renvoyée et la famille engage une femme de ménage, ce qui est plus économique. La famille voudrait déménager, mais pense qu'elle ne le peut pas à cause de Grégor. Ce dernier comprend qu'il n'est pas la raison du non-déménagement. Scène 3, Grete s'occupe moins de son frère, elle lui fournit et retire son repas en tout hâte et fait à peine le ménage dans sa chambre. La chambre de Grégor devient très sale. La sœur fait une crise après que sa mère se soit occupée de nettoyer la chambre à la place de Grete. Scène 4, Grégor n'effraie pas la femme de ménage qu'il appelle mon vieux bousier. Scène 5, 3 locataires arrivent dans l'appartement. Ils dorment dans la chambre des parents, les parents dorment dans la chambre de Grete et Grete n'a pas d'autre choix que de dormir dans la salle à manger. Le mobilier qui ne sert pas aux locataires est entassé dans la chambre de Grégor. Lors des repas, les locataires s'installent à l'ancienne place de Grégor. Grégor écoute la mastication des mangeurs. Avec des dents, Grégor pourrait manger. Sans dents, il ne le peut pas et meurt de faim. Scène 6, les locataires demandent à ce que Grete leur joue du violon. Nabokov écrit que la musique, pour un auditeur lambda, appartient à une forme plus primitive que la littérature ou la peinture. Quand Grégor était humain, il était peu sensible à la musique. Maintenant qu'il est un animal, il est attiré par elle. Il passe sa tête par la porte de la salle à manger. Il est le seul à apprécier la musique de sa sœur. Un locataire aperçoit Grégor. Le père refoule les locataires dans leur chambre. Les locataires sont scandalisés de l'attitude du père ou du fait qu'on leur ait caché la présence de Grégor. Les 3 locataires signifient leur congé. Scène 7, la sœur dit qu'il faut se débarrasser de Grégor. Selon elle, le scarabée n'est plus Grégor, car s'il l'était encore il serait parti de lui-même de la demeure. Grégor se traîne jusqu'à sa chambre. On ferme sa porte à clé. Grégor décède. Scène 8, le corps est découvert par la femme de ménage. La famille est soulagée. Nabokov écrit que Grégor est un humain déguisé en insecte, alors que sa famille est constituée d'insectes déguisés en humains. Scène 9, les 3 locataires regardent le corps de Grégor. On n'a plus rien à craindre d'eux et la famille a pris son essor. Le père demande aux locataires de sortir de l'appartement et c'est ce qu'ils font. Scène 10, la sœur, le père et la mère écrivent une lettre à leurs patrons respectifs, car ils n'iront pas travailler aujourd'hui. La femme de ménage a trouvé un moyen de se débarrasser de la chose. Le père décide de la licencier le soir même. Ils se rendent à la campagne. Ils ont tous une vision plus optimiste de l'avenir. Ils songent à déménager. Les parents pensent à marier leur fille. Dans le récit se trouvent 3 grands thèmes. L'insistance du chiffre 3, les portes qui s'ouvrent et se referment et le mouvement qui existe entre la situation de la famille et celle de Grégor. Question suivante. Quel insecte? Les commentateurs disent un cafard, ce qui, bien entendu, est complètement stupide. Un cafard est un insecte de forme plate, avec de grosses pattes, et Grégor est tout ce que l'on veut sur plat. Il est convexe des 2 côtés, ventre et dos, et ses pattes sont petites. Il ne s'apparente au cafard que par un seul trait. Il est de coloration brune. C'est tout. À part cela, il a un formidable ventre convexe divisé en segments, et un dos arrondi et dur qui suggère des élytres. Chez les scarabées, ces élytres dissimulent de petites ailes fragiles, qui peuvent être déployées, et sont alors à même de soutenir le scarabée au long de kilomètres et de kilomètres d'un vol maladroit. Assez curieusement, le scarabée Grégor n'a jamais découvert qu'il avait des ailes sous la dure carapace de son dos, c'est là, de ma part,
une fort jolie observation, que vous pourrez garder à tout jamais au fond de vos cœurs. Il y a des Grégor, des Jean et des Jeanne, qui ne savent pas qu'ils ont des ailes. De plus, il a de fortes mandibules. Il se sert de ses organes pour tourner une clé dans une serrure, en se tenant dressé sur ses pattes de derrière, sa troisième paire de pattes, deux petits pattes bien solides, et cela nous donne une idée de la longueur de son corps, qui est d'environ 90 cm. Dans le courant du récit, il s'habitue peu à peu à se servir de ses nouveaux appendices, ses pattes, ses antennes. Ce scarabée brun, convexe, de la taille d'un chien, est très large. J'imagine qu'il ressemble à peu près à ceci.